Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle partie de ce cours sur les langages de programmation Kotlin que nous avons introduit dans la partie précédente. Comme nous l'avons dit, Kotlin est un langage comme tant d'autres qui permet de créer des programmes informatiques. Un programme informatique est tout simplement une série d'instructions qui permet à un ordinateur ou un appareil mobile d'effectuer une action, comme par exemple afficher un message à l'écran, faire la somme de deux nombres, ainsi de suite, dans le but de résoudre un problème donné moyennant un algorithme. Vous pouvez suivre cette vidéo juste en haut à droite qui vous parle de manière la plus facile de qu'est-ce que la programmation et à quoi ça sert. Déjà, vous pouvez voir que j'ai l'éditeur de texte IntelliJ IDEA ouvert. Nous avons vu comment l'installer dans la partie précédente. Ça va nous permettre d'écrire notre code source de manière la plus simple et plus lisible. Et en plus de ça, il dispose déjà des outils nécessaires pour la compilation des codes sources Kotlin en code machine pour l'exécution des programmes que nous allons créer tout au long de ces cours. Bien entendu, toujours dans la partie précédente, nous avons dit que Kotlin vise plusieurs plateformes d'exécution. La machine virtuelle Java, le web, Android et le développement natif. Mais dans le cadre de ces cours, nous allons viser la machine virtuelle Java. Et tout est déjà en place dans IntelliJ IDEA pour se lancer. Maintenant, comme nous avons déjà une idée sur le langage de programmation Kotlin, voyons voir comment créer notre tout premier programme. Je vais cliquer sur le menu File, puis sur la commande New, puis encore sur la commande Project. Dans cette boîte de dialogue, je vais créer un répertoire dans lequel tous les projets relatifs à ces cours seront mis. Ça sera dans le dossier Documents. Et là, je vais donner le nom cours Kotlin. Le premier projet que je vais créer sera projet partie 1, comme suit. Pour le reste, le langage, c'est Kotlin qui est sélectionné. Je vais laisser tel quel, tout comme ici. Je vais par la fin cliquer sur le bouton Create. Bien, le projet est déjà créé. À gauche, nous avons la structure de notre projet. Nous avons le répertoire du projet, ainsi que les répertoires dans lesquels on retrouve les librairies qui viennent par défaut avec l'installation de Kotlin. Dans ce répertoire, on retrouve tout ce qui est nécessaire pour créer une application de base en Kotlin. Et dans le répertoire du projet, on retrouve le répertoire .ide et le répertoire source. Mais de tout ça, le répertoire qui nous intéresse le plus ici, c'est le répertoire main, dans lequel on retrouve le répertoire Kotlin qui contient les fichiers main.kt. Et oui, .kt est l'extension des fichiers dans lesquels on retrouve les instructions ou code source du langage de programmation Kotlin. C'est par ici qu'on pourra créer d'autres fichiers Kotlin si on les souhaite bien sûr, qui peuvent être organisés dans ce qu'on appelle package. Comme vous pouvez le remarquer, le fichier main.kt est ouvert et on retrouve déjà quelques lignes de code. Nous allons faire semblant comme si cela n'existait pas et commencer à créer notre première application de zéro. Pour ce faire, je vais créer un fichier à ce niveau que je vais nommer premier programme.kt. Je vais valider. Nous avons un fichier sans aucune instruction. En tout cas, le fichier est encore vide. Dans celui-ci, nous devons ajouter des instructions avec la syntaxe du langage Kotlin pour dicter à l'ordinateur ce qu'il doit faire et par le compilateur qui va transformer ces instructions en langage machine ou programme informatique pour exécuter alors ces instructions. Un programme Kotlin doit avoir au minimum une fonction. On comprend par une fonction dans un programme un segment ou un sous-ensemble des instructions qui exécutent une tâche spécifique. Nous allons y revenir dans les prochaines parties de ce cours. Nous cherchons d'abord à créer notre tout premier programme. Bien, nous avons dit qu'un programme Kotlin doit avoir au moins une fonction. Nous devons aussi préciser que parmi ces fonctions, nous devons avoir une fonction dont le nom est main. Celle-là est considérée comme le point d'entrée du programme. C'est comme par analogie une maison. Elle peut avoir plusieurs chambres. Pour accéder à ces chambres, il y a sûrement des portes. Mais avant d'accéder à ces portes, il faut d'abord entrer dans la maison par la porte d'entrée principale. L'application ici est considérée comme la maison et la fonction main comme la porte principale pour accéder à l'application.
et les autres fonctions comme les autres portes pour accéder à d'autres fonctionnalités. Pour créer cette fonction, on utilise les mots-clés fan. On attend par les mots-clés des mots prédéfinis et réservés utilisés par un langage de programmation qui ont une signification particulière pour les compilateurs. Ainsi donc, pour créer une fonction en Kotlin, on utilise les mots-clés fan. Lorsque le compilateur sera en train de compiler ses codes sources, ces mots-clés lui permettra de savoir que ceci introduit une fonction. Ça doit être suivi par le nom de la fonction. J'ai dit tantôt que ça doit être main comme suit. Puis, ouvrir et fermer les parenthèses. Entre ces parenthèses, on y retrouve les paramètres, en d'autres termes, les inputs, ou les éléments que la fonction qu'on est en train de définir aura besoin pour accomplir sa tâche. Dans notre cas ici, notre fonction n'en a pas besoin. Et ensuite, ouvrir la collade et la fermer pour délimiter les blocs d'instructions qui seront exécutés dans cette fonction. Ce bloc est aussi appelé corps du programme. C'est dans ces blocs où l'on écrit les instructions que l'ordinateur devra exécuter après la compilation. Par exemple, nous pouvons souhaiter créer un programme informatique qui permet à l'ordinateur d'afficher un message à l'écran. Pour ce faire, nous allons utiliser une fonction déjà définie dans le langage de programmation Kotlin. Lorsque vous installez Kotlin, cette fonction existe déjà. Il s'agit de la fonction println. Ce que je vais faire, c'est de l'appeler à ce niveau comme suit, println. Pour appeler une fonction, plus besoin d'utiliser les mots-clés fan. Ce qu'il faut faire, c'est juste écrire son nom, puis ouvrir et fermer les parenthèses. Et là-dedans, préciser les inputs ou les entrées ou encore les paramètres que cette fonction a besoin. Ici, nous pouvons profiter de l'intelligence de l'éditeur que nous utilisons, qui nous propose déjà qu'est-ce que cette fonction a besoin. On remarque que la fonction a juste besoin des messages. Ici, vous pouvez le remarquer, les messages peuvent être de plusieurs natures. Nous allons y revenir un peu plus tard dans ce cours. Et là, entre guillemets, comme c'est une chaîne de caractères, je vais mettre le texte qui sera affiché à l'écran. Il s'agit du texte « Salut le monde ». C'est tout. Nous avons écrit un programme qui va permettre à l'ordinateur d'afficher les messages « Salut le monde » à l'écran. Mais remarquez une chose très chers développeurs. L'ordinateur ne comprend qu'un et un seul langage, qui est le langage binaire. Ce que nous venons d'écrire ici, c'est juste un texte sous une syntaxe propre au langage de programmation Kotlin qui ne peut en aucun cas être compris par l'ordinateur. Mais souvenez-vous, notre objectif ici, c'est de dire à l'ordinateur d'afficher un message à l'écran. Comment alors ça sera fait? Cela sera fait grâce au compilateur Kotlin. Qui va faire quoi? Ça va traduire ou compiler ces textes écrits sous syntaxe Kotlin en langage machine ou binaire pour que l'ordinateur puisse comprendre ce qu'on veut de lui. Le compilateur est déjà installé. Pour déclencher cette opération, il faut cliquer sur cette commande ici, Run. Ça permet de compiler les codes sources. Une fois la compilation a réussi, ça relance ou exécute automatiquement le programme. Je vais cliquer dessus et oui, on peut voir sur la console que l'ordinateur nous affiche le message « Salut le monde ». Waouh! Nous avons réussi à créer notre tout premier programme Kotlin qui permet à l'ordinateur d'afficher un message à l'écran. Pour y arriver, nous avons dit qu'un programme Kotlin est toujours constitué au minimum d'une fonction. Et parmi ces fonctions, on doit avoir une qui a comme nom main. Pour créer une fonction, il faut utiliser les mots-clés fan suivi du nom de la fonction. Et une fonction peut avoir des paramètres ou éléments qu'elle peut avoir besoin pour réaliser sa tâche, qu'on peut définir entre ces parenthèses. Ensuite, nous avons vu, lorsqu'on définit une fonction, celle-ci a toujours un bloc d'instructions dans lequel on définit les instructions qui doivent être exécutées par la fonction. Et ici, nous nous sommes dit que ce que nous voulons, c'est de créer un programme qui affiche juste un message sur la console. Merci à Kotlin qui nous disponibilise déjà une fonction qui permet de faire cette tâche. Il s'agit de la fonction println qui a besoin comme input ou paramètre le texte qui sera affiché. Et nous avons mis salut le monde. Ensuite, nous avons dit
De nature, la machine ou l'ordinateur est incapable de comprendre ces langages, qu'elle ne comprend que le langage binaire. Pour transmettre ces instructions à l'ordinateur afin qu'il les exécute, nous avons dit que Kotlin a un compilateur qui permet de transformer ces codes sources en langage binaire. Ainsi donc, pour lancer cette opération, nous avons cliqué sur la commande exécuter ici et boum, nous avons eu les résultats attendus. C'est tout pour cette partie, à la prochaine. Bienvenue dans cette nouvelle partie de notre cours sur le langage de programmation Kotlin. Nous allons consacrer celle-ci à apprendre les variables ainsi que les types de données. Nous allons partir toujours dans le contexte de l'application que nous avons créée à la partie précédente. Le programme consistait à afficher un message à l'écran. Le message « Salut le monde ». Imaginez que nous voulons créer une application qui salue toute personne qui lance l'application. Avec ce programme, il faudra créer pour toute personne qui exécute l'application son propre programme. Imaginez une personne dont le nom est Tacite, il vient. Il faut modifier ici, au lieu du monde, il faut mettre Tacite, puis compiler juste pour l'utilisateur dont le nom est Tacite. Un autre utilisateur dont le nom est par exemple Alain vient. Il faudra modifier de Tacite à Alain, comme suit. Compiler encore juste pour cet utilisateur et continuer à faire autant pour tous les utilisateurs qui lanceront l'application. En tout cas, c'est compliqué. La solution à tout ça est la variable. Une variable en programmation informatique est un espace mémoire alloué de la mémoire RAM pour stocker une donnée. La notion de variable en Kotlin est toujours associée au type de données. Lorsqu'on définit une variable, il faut nécessairement définir la nature de la donnée qui sera stockée dans cette variable. En Kotlin, certains types de données de base sont fréquemment utilisés, entre autres les types de données string, dont la valeur est une chaîne de caractères ou du texte. Nous avons les types de données int, dont les valeurs sont les nombres entiers. Nous avons les types double, dont les valeurs sont les nombres décimaux. Nous avons les types float, toujours ça contient les nombres décimaux, mais moins précis qu'un double. Nous avons les valeurs nous avons les types boolean qui a comme valeur soit true ou false. On utilise ce type de données que quand il y a deux valeurs possibles. Pour déclarer une variable dans un programme Kotlin, on utilise deux mots-clés, les mots-clés val ainsi que les mots-clés var. À ce niveau, je souhaite déclarer une variable qui sera en train de stocker une donnée du type string ou chaîne de caractères. Pour ce faire, la syntaxe est la suivante. Les mots-clés val, puis ajouter un espace suivi du nom de la variable. Conventionnellement, le nom de la variable doit commencer par une lettre minuscule. Et surtout, ça doit être significatif. Comme c'est une variable qui sera en train de stocker le nom de l'utilisateur qui exécute l'application, je vais définir comme nom de la variable nom utilisateur comme suit. Comme ça, le nom est significatif. N'importe qui peut tomber sur mon code source et comprendre sans beaucoup de difficultés que ceci est une variable qui stocke le nom de l'utilisateur. Après le nom de la variable, il faut définir les types de données que cette variable sera en train de stocker. Il s'agit du type string. Pour définir le type, je dois ajouter ici deux points, puis le nom du type. Pour notre cas ici, c'est string avec S majuscule. Autre chose que je n'ai pas évoquée lorsque j'évoquais la convention de nommage d'une variable est que le nom d'une variable ne doit pas contenir d'espace. Par exemple ici, nom utilisateur avec un espace. L'éditeur va signaler sûrement une erreur, comme vous pouvez le constater. Non plus, le nom d'une variable ne doit pas commencer par un chiffre. Lorsque j'ajoute ici par exemple 8 au début, vous pouvez voir que l'éditeur a signalé un problème qui a une erreur. Non plus encore, le nom d'une variable ne doit en aucun cas être un mot-clé Kotlin. Par exemple,
Nommez votre variable, par exemple, fan, val, println, string, ainsi de suite. Tous ces mots qui constituent l'ensemble des mots-clés de Kotlin ne doivent pas faire objet du nom de votre variable. Bien, une fois que vous avez défini le type de données, vous avez l'option d'initialiser directement votre variable par une valeur. Maintenant, ici, l'idée est que, au lieu d'assigner directement le nom de la personne que le programme souhaite saluer ici, je souhaite créer plutôt un programme qui, au démarrage, demande d'abord le nom de l'utilisateur, puis ensuite affiche un message qui salue cet utilisateur. Nous savons déjà comment afficher un message à l'écran sur la console. C'est grâce à la fonction println. Nous avons aussi une autre fonction disponible dans Kotlin qui permet à l'utilisateur d'entrer les données depuis le clavier. Il s'agit de la fonction readln pour afficher cette println, mais pour permettre à l'utilisateur de saisir les données depuis le clavier, c'est readln. En fait, c'est une fonction qui permet à l'utilisateur de saisir une entrée à partir du clavier et retourner cette valeur. Ne vous inquiétez pas, nous allons revenir sur cette notion de retourner une valeur par une fonction dans une leçon spécifique dédiée aux fonctions. Tout d'abord ici, comme nous avons dit qu'au démarrage, le programme doit demander à l'utilisateur de saisir les noms. Alors, comment est-ce que l'utilisateur saura que l'application ou le programme lui demande de saisir les noms? Normalement, c'est un message qui doit être affiché sur l'écran. Ainsi donc, la première instruction de notre programme sera d'afficher un message à l'écran. Par quoi? Toujours par la fonction println. Le message ici sera « Veuillez saisir votre nom » avec 2 points comme suit. Bien. Qu'est-ce qui se passera ensuite? Le programme doit maintenant permettre à l'utilisateur de saisir son nom et cela est possible par la fonction readln qui retourne la valeur saisie comme une chaîne de caractères. Ainsi donc, cette variable que j'ai déclarée ici, je vais l'initialiser directement par la valeur qui sera validée à partir du clavier en appelant directement la méthode readln. Le programme s'arrêtera à ce niveau jusqu'à ce que l'utilisateur valide la valeur au clavier. Une fois la valeur sera validée au clavier, la prochaine instruction sera alors d'afficher les messages de salutation sur la console. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut concaténer le texte salut avec la valeur se trouvant dans la variable non utilisateur par l'opérateur d'addition ici, puis le nom de la variable non utilisateur. Je vais exécuter pour voir ce que ça va donner. Ça marche. Je vais définir les noms à lui, puis valider. Et oui, on a les messages « Salut lui ». Lorsque je réexécute l'application et définir les noms à Alain, puis valider. Et oui, avec les mêmes programmes, on a la possibilité d'avoir une application un peu dynamique avec des données qui changent. Tout cela grâce à quoi? Grâce aux variables. Bien, ici nous avons déclaré notre variable avec les mots-clés val. Nous avons aussi la possibilité de le faire avec les mots-clés var. Ici, au lieu de val, je vais mettre var, puis valider. Là, comme entrée au clavier, je vais mettre Amani, puis valider. Ça marche de même qu'avec les mots-clés val. Mais c'est quoi alors la différence? La différence en est qu'avec les mots-clés val, on initialise une valeur une fois pour toutes, sans la possibilité de modifier la valeur de la variable un peu plus tard dans les programmes. C'est comme ici, je vais remettre aval, puis juste en bas, essayer de modifier la valeur qu'il y a déjà dans la variable non utilisateur par une autre valeur. Non utilisateur, je vais mettre ici par exemple Amani. Vous pouvez voir que l'éditeur IntelliJ IDEA a détecté une erreur. Je vais glisser le curseur à ce niveau pour voir l'erreur. Et là, on peut voir ce petit texte. Val cannot be reassigned.
en tout cas une variable qui a été déclarée avec le mot-clé val, ne peut pas être réassignée, donc ne peut pas être mise à jour. Mais si c'était var, vous pouvez voir qu'il n'y a plus d'erreur. Ici maintenant, peu importe la valeur qui sera validée au clavier par l'utilisateur, cette valeur sera écrasée à ce niveau parce que nous assignons une nouvelle valeur qui remplace celle qui était validée au clavier à ce niveau. Je vais exécuter pour voir. Comme nom, je vais mettre Foura par exemple. Lorsque je valide, vous pouvez voir que le programme salue Amani. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, parce que le programme s'exécute de façon séquentielle. À ce niveau, nous avons déclaré une variable et nous l'avons initialisée par la valeur qui sera validée à partir du clavier. Ensuite, la valeur qui est déjà chargée, on remplace la valeur qui était chargée avant par la nouvelle valeur ici qui est Amani. Et c'est la valeur Amani qui sera alors affichée à ce niveau. C'est ainsi que le résultat de notre application s'est présenté. Voyons un peu comment se comportent les différents types de données, en commençant par le type string que nous avons déjà commencé avec. Nous avons vu comment concaténer ici ces deux valeurs par l'opérateur d'addition. Il y a une autre manière qui consiste à utiliser le string template, c'est-à-dire mettre tout ceci entre guillemets et faire précéder le nom de la variable par le signe $ comme suit. Ça retournerait exactement la même chose. Je vais enlever cette instruction qui permet à l'utilisateur de valider la donnée sur le clavier et rester avec une affectation directe de la valeur Amani, comme suit. Puis, je vais valider. Et oui, vous pouvez voir que ça marche toujours. Un autre moyen d'afficher une chaîne de caractères ou une donnée de type string, c'est d'utiliser les trois guillemets doubles, comme ceci. Si vous avez une mise en forme un peu complexe à faire, ici par exemple, nous pouvons ajouter les textes salutations, passer à la ligne, les souligner par les signes d'égalité par exemple, passer encore à la ligne, après les textes salut, on peut encore vouloir passer à la ligne comme on le veut. Et ce qui est cool ici, ça va s'afficher de la même manière que ça se présente ici. Je vais exécuter l'application pour voir. Et oui, on peut voir que, en tout cas, ça s'affiche de la même manière qu'on a ordonné la chaîne de caractères au niveau du code source. Pour les types de données numériques, int, float ou double, bon, je vais d'abord enlever tout ceci. Là, je vais créer une variable que je vais nommer var prix unitaire. Avec Kotlin, vous avez la possibilité d'omettre les types de données et initialiser directement la valeur et initialiser directement la variable par une valeur. Et là, le compilateur infligera directement les types de données à cette variable selon la nature de la donnée qui a été initialisée dans cette variable. Ici, par exemple, je peux initialiser cette variable par 1, qui est une valeur du type int. Ici, par exemple, je vais essayer d'assigner une valeur du type string, comme suit. Vous pouvez voir qu'il y a une erreur. Ceci permet à Kotlin d'écrire un code source très concis. Mais aussi longtemps que vous n'avez pas de valeur initiale, il faut toujours définir les types de données. On fait cela lorsqu'on a une valeur initiale à initialiser la variable. Et pour afficher les prix unitaires, on peut toujours utiliser les templates dans la fonction println, les prix unitaires et là, le signe $ suivi par le nom de la variable prix unitaire. Nous avons même la possibilité dans les templates d'ajouter une expression. Notez qu'une expression en programmation est tout ce qui retourne une valeur. Par exemple, ici, je peux afficher le message la somme de 5
et 6. La somme de 5 et 6 est toujours placer les signes $. Et comme c'est une expression, je dois ajouter ici les accolades comme suit. Et là, définir mon expression. Là, c'est 5 plus 6. Lorsque je vais exécuter, en tout cas, ça doit afficher le message. La somme de 5 et 6 est 11. Je vais exécuter. Et oui, nous avons les résultats attendus. C'est cool. Comme nous l'avons dit précédemment, lorsqu'on assigne une nouvelle valeur à une variable, cela écrase directement l'ancienne valeur au profit de la nouvelle. C'est le cas lorsque je déclare une variable ici, var âge, que j'initialise directement par 10. Lorsque je réassigne après par une autre valeur, 15 par exemple, la nouvelle valeur de âge ici est désormais 15. Je vais afficher sur la console âge comme suit, puis exécuter. Et oui, on peut voir que c'est 15 qui est affiché sur la console. C'est cool. De même, une variable peut être mise à jour par sa propre valeur. Disons que nous voulons ajouter à la valeur de la variable âge une unité. Comment alors on procède? À ce niveau, ça sera âge qui est égal à la valeur qu'on retrouve toujours dans âge, que l'on additionne avec 1. Lorsque j'exécute, et oui, au lieu de 15, c'est désormais 16 qui s'affiche. Ici, nous avons fait ce que l'on appelle l'incrémentation. Nous pouvons faire le contraire juste en mettant ici les signes de soustraction. Lorsque j'exécute, vous allez voir, âge a diminué d'une unité. C'est désormais 14. De 15, on a diminué une unité, ce qui nous a ramené à 14. Il y a des expressions un peu plus simplifiées qui permettent de faire la même chose. Pour incrémenter par exemple, au lieu de tout ceci, il faut juste ajouter ici les signes plus, plus, si on veut incrémenter, ou moins, moins, si on veut faire le contraire, décrémenter. Je vais valider, et oui, nous avons le même résultat. C'est cool. Quant à ce qui concerne les opérations mathématiques, Kotlin, comme tous les autres langages de programmation, prend en compte la priorité des signes arithmétiques. Je vais prendre cet exemple directement. Val au résultat est égal, je vais mettre ici 5 plus 5 multiplié par 5 moins 5 divisé par 5, comme suit. Pour trouver les résultats, Kotlin priorisera les signes arithmétiques avec une priorité supérieure, à l'occurrence la multiplication et la division, puis finir avec la soustraction ainsi que l'addition qui ont une priorité inférieure à ces deux autres opérateurs. Ainsi donc, ça sera d'abord 5 multiplié par 5 qui donne 25 et 5 divisé par 5 qui donne 1. Puis, on prend le 5, on l'additionne à 25, qui va donner 30. Et là, on va prendre les 30, qu'on sera en train de déduire à 1. Et le résultat doit être 29. Voyons voir quand j'exécute, on a les mêmes résultats comme attendu. On peut forcer la priorité par les parenthèses. Par exemple, on peut vouloir que les calculs commencent par 5 plus 5. Ici. Là, on doit mettre cette expression entre parenthèses comme suit. Et le calcul commencera alors par 5 plus 5, qui fait 10. Et là, ça sera alors 10 multiplié par 5, qui donne 50. 5 divisé par 5, c'est 1. Et là, on prendra 50 moins 1. Le résultat ici doit être 49. Je vais exécuter.
Et oui, on peut voir que le résultat est 49. Et c'est par là que nous mettons un terme à cette leçon sur les variables ainsi que les types des données. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle partie de notre cours sur le langage de programmation Kotlin que nous allons consacrer sur les fonctions. Déjà, dans les parties précédentes, nous avons déjà utilisé plusieurs fonctions. D'ailleurs, nous avons dit qu'un programme Kotlin doit au moins avoir une fonction. Nous avons nous-mêmes défini la fonction main qui a joué le rôle du point d'entrée de notre programme. Nous avons aussi utilisé la fonction println qui, dans la fonction main, nous a permis d'afficher un message à l'écran sur la console. Mais aussi, nous avons utilisé la fonction readln qui nous a permis de permettre à l'utilisateur de saisir une donnée à partir du clavier et de la valider. Nous avons expliqué par analogie qu'un programme est comme une maison avec plusieurs chambres. La maison doit avoir une porte principale qui permet juste l'accès à la maison, mais à l'intérieur de cette maison, il y a des chambres. Pour les accéder, il faut aussi passer par leur porte. C'est ainsi que nous avons dit que la fonction main est considérée comme étant la porte principale. Elle ouvre juste la voie d'accéder à votre programme. Mais un programme est constitué des autres fonctions. Et c'est l'ensemble de tout cela qui constitue un programme. Les fonctions vous permettent de diviser les codes en éléments réutilisables, plutôt que d'inclure tous les éléments dans la fonction main. Jusque-là, toutes les instructions de notre programme, nous les définissons directement dans la fonction principale, la fonction main. Ce n'est pas du tout une bonne pratique. Pourquoi? Parce qu'il arrive que vous travaillez sur un programme avec un algorithme complexe. Regrouper toutes les instructions dans la seule fonction main, ça sera trop grand. Par conséquent, vous serez difficile à corriger votre code source. Le mieux, c'est de définir des fonctions, des séquences de codes, de fonctions qui font des tâches spécifiques. Et là, ce qui sera en train d'être fait dans la fonction main, ça sera juste d'appeler ces différentes fonctions. Par exemple, ici, je vais d'abord enlever tout ceci. Au lieu d'afficher directement ici le message « Salut le monde », nous avons la possibilité de créer une autre fonction, qui permet de faire cette tâche. Ainsi donc, à l'extérieur du bloc de la fonction main, je vais définir une autre fonction, toujours par les mots-clés fan. Le nom aussi doit respecter les conventions de nommage. Entre autres, ça doit commencer par une lettre minuscule. Ça ne doit pas comporter d'espace, ni commencer par un chiffre. Non plus, ça ne doit pas être un mot-clé du langage Kotlin. Je vais nommer cette fonction saluer. En tout cas, je pense que ça donne sens. C'est au genre d'action que ça va faire. Ensuite, comme on l'a dit, le nom doit être suivi par les parenthèses comme suit, entre lesquelles on définit les paramètres ou les éléments que la fonction peut avoir besoin pour réaliser ces tâches. Pour le moment, il n'y a rien. Ensuite, on va définir les blocs d'instruction par les accolades comme suit. Et là-dedans, ce que je vais faire, c'est de définir une instruction qui affiche le message « Salut le monde ». Ça sera fait par la fonction println et en paramètre, le texte « Salut le monde ». Là, je viens de déclarer la fonction saluer, mais jusque-là, rien ne peut s'afficher sur la console si j'essaie d'exécuter l'application. Pour ce faire, je dois faire appel à cette fonction dans la fonction main. Comment alors? C'est très simple. On fait appel à une fonction juste par son nom. Ici donc, je vais mettre saluer comme suit, avec les parenthèses comme suit. Bien, lorsque j'exécute, et oui, on peut voir les messages s'afficher sur la console. C'est cool, nous avons réussi à segmenter, à modulariser, à découper notre application en des petits morceaux, lesquels morceaux on les a appelés dans notre programme principal qui est la fonction main. Bien, de manière générale, il existe deux types de fonctions.
les fonctions qui ne retournent rien comme valeur et les fonctions qui retournent une valeur. C'est comme la fonction println. Tout le temps que nous avons utilisé cette fonction, elle ne retournait rien. Tout ce qu'elle faisait était juste d'afficher les messages à l'écran. Par conséquent, la fonction readLn que nous avons aussi utilisée, lorsqu'on l'utilisait, elle retournait bel et bien une valeur, la valeur saisie par l'utilisateur sur les claviers. Revenons à notre exemple ici. Nous avons défini ici une fonction qui ne retourne rien. Ce qui fait que ça affiche juste les messages salut le monde à l'écran. Nous pouvons dire, bon, nous voulons que cette fonction retourne les messages comme une valeur. Et là, comme la valeur sera une chaîne de caractères, nous devons ajouter ici, à la déclaration de cette fonction, les types comme on les fait avec une variable. Et là, le type de la valeur que cette fonction va retourner sera du type string. Ça sera une chaîne de caractères. Vous pouvez voir qu'il y a une erreur qui apparaît ici. Si je glisse le curseur, qu'est-ce qu'on nous dit? A return expression required in a function with a block body. Bon, sûrement que nous devons définir à la fin de ce bloc la valeur qui doit être retournée par les mots-clés return. Bon, je vais enlever ceci. Tout d'abord, je vais déclarer une variable ici, val texte, qui est égal salut le monde. Et à la fin, je vais mettre le mot-clé return. La variable que la fonction sera en train de retourner, c'est la valeur qui se trouve dans la variable texte. Maintenant, comme cette fonction retourne une valeur, je dois alors récupérer cette valeur dans la fonction main en créant ici une variable par val. Bon, je vais nommer cette variable msg, message, qui sera égale à la valeur retournée par la fonction saluer, comme suit. Maintenant, par println, par la fonction println, on peut afficher le texte se trouvant alors dans la variable msg. Lorsque j'exécute, ça marche. Nous avons les messages qui s'affichent sur la console. C'est cool. Ou carrément ici, comme nous avons accès à la valeur directement à partir de la fonction saluer, on peut supprimer cette instruction et passer directement en paramètre de la fonction println, la fonction saluer comme suit. Lorsque j'exécute, nous avons le même résultat. Cool. Comme nous l'avons toujours dit tantôt, une fonction peut être constituée des inputs, des entrées, en d'autres termes, des paramètres, qui sont les éléments que la fonction a besoin pour accomplir sa tâche. Et selon ce que nous avons dit, les paramètres sont définis entre les parenthèses lorsqu'on déclare une fonction. On peut dire, si l'on souhaite créer une fonction qui permet de saluer une personne X, on peut définir le nom de cette personne en paramètre de cette fonction. Pour définir un paramètre, il faut juste déterminer le nom du paramètre ainsi que les types. Ici, nom, qui est du type string, comme suit. Ceci veut dire tout simplement, à chaque utilisation de cette fonction, il faut toujours enseigner les noms. Et là, le nom sera affiché à ce niveau. Là, je vais mettre $nom comme suit. Comme vous pouvez le voir, ici dans la fonction main, il y a maintenant une erreur qui apparaît. La fonction saluer a besoin du paramètre nom pour être utilisé. Le paramètre en soi est du type string. Ici, je peux passer directement à paramètre. Ici, je peux mettre lui comme suit. Et lorsque j'exécute, et oui, nous avons le message salut lui.
Ce qui est bon avec les fonctions est qu'on peut les appeler autant de fois qu'on les souhaite. Par exemple, ici, je peux dupliquer cette instruction avec un nouveau nom. Je vais mettre par exemple Amani, comme suit. Je vais exécuter. Et oui, nous avons les messages Salut lui et Salut Amani s'afficher sur l'écran. En tout cas, c'est bon. Une fonction peut avoir autant de paramètres possibles selon qu'elle en a besoin. Je peux ajouter un nouveau paramètre ici, post-nom par exemple, toujours du type string. Alors, le texte de retour sera Salut, nom et post-nom comme suit. Voilà, comme ça pour que ça soit affiché. Et là, la fonction exige le deuxième paramètre. Ici, je vais ajouter le deuxième paramètre. Ici, je vais mettre mon sole. Et là, je vais mettre bissi-moi. Je vais exécuter. Et oui, nous avons les résultats comme attendu. Salut, lui, mon sole. Salut, Amani, bissi-moi. Remarquez une chose ici. Nous avons défini les valeurs des paramètres selon l'ordre des paramètres tel qu'est défini dans la fonction saluer. Si on essaie d'inverser cet ordre, en tout cas, Kotlin, lui, va comprendre que le premier, c'est bien le nom, et le deuxième, c'est ça les post-noms. Mais en dépit de ça, malgré ça, il y a une solution qui consiste à utiliser les arguments ou paramètres nommés. Vous pouvez à ce niveau, en première position, définir le post-nom en définissant le nom du paramètre ici. Post-nom égale, mettre mon sole, de même, les noms, de même pour les noms, on fait la même chose. Et lorsqu'on valide, et oui, c'est toujours bon. On a les noms, lui, ainsi que les post-noms, mon sole. Malgré qu'on ait inversé, grâce aux arguments nommés, on parvient quand même à voir les résultats attendus. Il y a aussi la possibilité avec Kotlin de définir les valeurs par défaut pour les paramètres. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué lorsqu'on fait appel à une fonction. Si du moins on n'a pas défini un paramètre, il y a toujours une erreur qui se déclenche. Mais lorsqu'on définit les valeurs par défaut aux paramètres, cela devient facultatif, ça devient optionnel de définir ou non les valeurs des paramètres. Par exemple ici, je vais mettre la valeur par défaut de ces paramètres à lui et du paramètre post-nom à mon sole, comme suit. Maintenant, remarquez, je vais essayer depuis la fonction main de retirer toutes les valeurs que j'ai passées en paramètres ici. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas d'erreur. En tout cas, il n'y a pas d'erreur. Pourquoi? Parce qu'on a défini les valeurs par défaut de ces paramètres. Ici, comme on n'a pas défini les valeurs des paramètres, en tout cas, ce sont les valeurs par défaut qui seront considérées une fois on compile le programme. Je vais exécuter, vous allez voir. Et oui, on a les résultats attendus. Pour la première instruction, en tout cas, on n'a pas défini de paramètres, mais néanmoins, on a les noms ainsi que les post-noms. Mais les noms et les post-noms sont les valeurs qui étaient définies par défaut. Mais pour les deuxièmes instructions, en tout cas, ça a écrasé les valeurs par défaut et ça a pris en compte les valeurs qu'on a définies en paramètres. Cool. Et c'est par là que nous mettons un terme à cette leçon sur les fonctions. Rendez-vous déjà à la prochaine partie. À la prochaine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie, toujours de notre cours sur le langage de programmation Kotlin, qui sera consacré aux instructions conditionnelles. Les instructions conditionnelles constituent l'un des aspects les plus importants de la programmation. Ces instructions sont des commandes qui gèrent les décisions. Avec les instructions conditionnelles, le code est dynamique, ce qui signifie qu'il peut se comporter différemment suivant les conditions.
Les structures conditionnelles fonctionnent étroitement avec les expressions booléennes. Une expression booléenne retourne soit une valeur false ou une valeur true. Cela résulte souvent avec les opérateurs de comparaison qui permettent de comparer deux valeurs, parmi lesquelles nous avons les signes de supériorité, d'infériorité, supérieur ou égal, inférieur ou égal, ou encore le signe d'égalité, qui est différent de l'opérateur d'assignation égale. Ici, par exemple, je vais déclarer une variable val âge, comme suit. Pour assigner une valeur, on utilise le signe d'égalité comme suit. Comme valeur, je vais initialiser cette variable par 18 ans. C'est différent avec l'opérateur de comparaison égale. Ici, je vais essayer d'afficher sur la console par println. Je vais afficher l'expression booléenne. Je vais afficher l'expression booléenne âge égale comme suit. Là, on double les signes d'égalité égal à 18 ans. Je vais exécuter. Ce qui s'affiche, c'est la valeur true. Tout simplement parce que 18, qui est la valeur qu'on retrouve dans la variable âge, est égale à 18 ans. La valeur avec laquelle on compare, la valeur avec laquelle on la compare. Il en est de même lorsqu'on utilise les autres opérateurs de comparaison. Tous font objet des expressions booléennes. Elles retournent soit true ou false. La première structure conditionnelle que nous allons voir est l'instruction if simple. La syntaxe est la suivante. À ce niveau, je vais enlever ceci. If, puis j'ouvre et ferme la parenthèse. Entre les parenthèses, on y met une expression booléenne ou une condition. Par exemple, ici, âge inférieur à 18 ans. Si âge est inférieur à 18 ans, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les blocs des instructions qui vont s'exécuter si une fois l'expression booléenne ou la condition retourne true. Dans ces blocs, tout ce que je vais faire, c'est d'afficher un message avec la fonction println. Je vais mettre âge mineur, comme c'est inférieur à 18 bien sûr. Nous avons la possibilité d'ajouter une nouvelle branche à cette instruction, la branche else, qui veut dire dans les cas contraires. Ici, en ajoutant la branche else, je peux ouvrir un autre bloc d'instructions dans lequel on aura les instructions qui s'exécutent dans les cas où la condition n'est pas vérifiée. Ici, on peut afficher le message par println plus de 18 ans. Bien. Alors, si je mets ici 20 comme valeur et que j'essaie d'exécuter de nouveau, et oui, c'est le message plus de 18 ans qui s'affiche. Tout simplement parce que la condition n'est pas vérifiée. 20 n'est pas inférieur à 18 ans. Nous avons encore la possibilité d'ajouter une condition supplémentaire avec else if. Ici, par exemple, on peut ajouter à else if. La condition ici, c'est âge supérieur à 50. Et ici, le message sera vous avez plus de 50 ans, comme suit. Et à la fin, on peut toujours ajouter la branche else avec son bloc d'instruction. Là, je vais mettre println. Je vais afficher les messages. Bon, je vais mettre blablabla comme suit. Je vais exécuter le programme. Mais avant d'exécuter, je vais d'abord modifier la valeur de âge à 56. Et oui, on peut voir le message « Vous avez plus de 50 ans » s'afficher sur la console. Ça marche, mais le programme semble plus complexe avec plusieurs conditions, bien sûr. Il y a une autre instruction conditionnelle
qui permet de simplifier un programme avec un nombre de branches encore plus important. Lorsque vous traitez plusieurs branches, vous pouvez utiliser l'instruction when au lieu de if, else, car elle facilite la lisibilité du code pour les lecteurs humains. Ah. Sa syntaxe est la suivante. Ici, au lieu de tout ceci, je vais définir ici when. Entre parenthèses, je vais mettre âge, comme suit, puis ouvrir l'accolade comme suit, pour étudier les différentes possibilités. Avec when, ça peut prendre plusieurs expressions de nature différente. Nous pouvons tester directement si le paramètre est égal à une certaine valeur. Ici, par exemple, si âge est égal à 18, dans ce cas, je vais mettre ici 18. Si cette condition est vérifiée, normalement, comme if, else, on doit avoir aussi un bloc d'instruction. Et ce bloc doit être précédé par une flèche comme suit. Ici, nous avons la possibilité d'ouvrir l'accolade et la fermer. Mais nous avons aussi l'option de ne pas définir les accolades dans une seule condition, qu'on ait juste une seule instruction. Ici, par exemple, on ne va pas faire plus, nous voulons juste afficher un message à l'écran. Donc, pas besoin de définir les accolades. Ainsi donc, print ln. Là, si âge est égal à 18, nous serons en train d'afficher les messages. Vous avez 18 ans. Bien. Comme la structure if, avec when, on peut aussi ajouter la branche else au cas où il n'y a pas de conditions qui sont vérifiées. Ici, on peut ajouter else. On introduit le bloc d'instruction de else par cette flèche, comme suit. Et là, je peux afficher le message. Bon, je peux mettre bla 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 comme suit. Je vais exécuter. Et oui, bla 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 est affiché. Tout simplement parce que la première condition n'est pas vérifiée. Mais si j'assigne la valeur 18 à la variable âge et que j'exécute de nouveau, et oui, nous avons les messages, vous avez 18 ans. Waouh! C'est cool. Toujours avec l'instruction when, on peut combiner plusieurs conditions. Il suffit juste de les séparer par des virgules. Ici, par exemple, bon, je vais ajouter une autre condition. Si âge égale à 0, à 1, à 2, à 3, à 4 et à 5, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je vais mettre 0, virgule 1, virgule 2, virgule 3, virgule 4, virgule 5, comme suit. Et là, j'introduis le bloc d'instruction par la flèche, comme suit, et afficher les messages par println. Bon, ici, le message peut être, vous avez l'âge entre 0 et 5. Bien. Si je mets ici comme valeur 3, si je définis âge à 3 et que j'exécute, et oui, nous avons les messages, vous avez l'âge entre 0 et 5 ans. Bien. Nous avons une autre possibilité d'utiliser ce que l'on appelle un intervalle dans Kotlin grâce à l'opérateur in qui vous permet de vérifier si une valeur se trouve dans un intervalle. Je vais ajouter une nouvelle condition ici en commençant par l'opérateur in, puis l'intervalle. Pour définir l'intervalle, on met la valeur du débit, par exemple ici, de 10, puis des points, comme suit. Cela signifie à Kotlin qu'on est en train de définir un intervalle. Et on met la valeur du fin de l'intervalle ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre 17, comme suit. Donc, ça va se lire, si âge se retrouve entre 10 et 17, notez qu'avec les intervalles, les valeurs extrêmes sont aussi prises en compte. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Je vais afficher toujours le message par la fonction println. L'âge entre 10 et 17 ans.
Bien, je vais changer la valeur de âge ici à 14, par exemple, et exécuter pour voir. On a les messages âge entre 10 et 17. Enfin, pour l'instruction conditionnelle when, nous avons la possibilité de vérifier même la nature ou le type de la valeur du paramètre qu'on vérifie. Cela se fait par l'opérateur is. Ici, par exemple, on a la possibilité de vérifier si la donnée qu'on teste est une chaîne de caractères. Je vais ajouter une autre condition ici, en commençant par les mots-clés is. Si âge est une donnée du type string, is string, là j'affiche le message veuillez saisir l'âge dans les bons formats. Et ici, au niveau de la déclaration de la variable, on doit supposer que âge peut recevoir n'importe quel type de données. Là, je vais donc définir âge avec le type any, comme suit, et initialisé par la valeur, entre guillemets, 14 ans. 14 ans, en fait, c'est une chaîne de caractères. Bon, je vais exécuter. Et oui, on a les messages. Veuillez saisir l'âge dans les bons formats. C'est cool. Bien. Jusque-là, nous avons utilisé les deux instructions conditionnelles, en l'occurrence if, else, et l'instruction when comme des instructions. En tout cas, elles ne retournent rien comme valeur. Elles nous permettent juste de contrôler les différentes possibilités pour orienter la logique de notre programme. Mais en plus de cela, ces deux instructions peuvent aussi être utilisées comme des expressions. Oui, elles peuvent retourner des valeurs, bien sûr. Prenons l'exemple de feu de circulation. Je vais d'abord enlever tout ceci. Je vais déclarer une variable que je vais nommer val couleur, que j'initialise à vert, par exemple. Maintenant, l'idée ici, c'est de récupérer l'action effectuée par le chauffeur et de l'enregistrer dans une variable, par exemple. Or, nous avons un problème ici. L'action à prendre par le chauffeur peut varier selon les couleurs. Si c'est vert, il doit continuer à rouler. Si c'est jaune, il doit ralentir. Et si c'est rouge, il doit s'arrêter. Pour ce faire, on doit utiliser une expression conditionnelle. Pour affecter cette valeur dans une variable, on doit nécessairement utiliser une expression conditionnelle. Alors, comment on va procéder? En fait, ici, je vais déclarer une variable val que je vais nommer action qui est égale. En fait, là, ce que je vais faire, c'est d'assigner l'expression conditionnelle if. À la place de la condition, ça sera si couleur égale rouge. Qu'est-ce qu'on fait? L'expression sera en train de retourner la dernière expression de ce bloc. Si vous avez plusieurs instructions à définir, l'expression sera en train de retourner la dernière expression de ce bloc. Si vous avez plusieurs instructions à définir, bien sûr. Mais pour notre cas, nous avons une seule ligne. Pas besoin de définir les blocs d'accolade. Si c'est rouge, on sera juste en train de retourner la valeur arrêtée, comme suit. Else, if, si couleur est égale à vert, la valeur à retourner ici sera continuer. If couleur égale jaune, la valeur de retour ici sera alors ralentir. Et à la fin, else, dans les cas contraires, la valeur de retour ici sera couleur incorrecte. Maintenant, nous pouvons afficher cette valeur juste ici par println. Là, nous voulons afficher la valeur de la variable action. Lorsqu'on exécute, et oui, nous avons les messages continuer. Tout simplement parce que la valeur de la variable couleur est vert. Si c'était
rouge, je vais mettre rouge et que j'exécute de nouveau l'application. Et oui, vous pouvez voir que le message qui est affiché sur la console, c'est bien arrêté. En fait, la même chose peut être applicable avec l'expression conditionnelle when. On peut aussi l'affecter dans une variable, mais à condition qu'à la fin du bloc de chaque condition, on ait une expression qui sera retournée par l'expression conditionnelle when. C'est tout pour cette partie très chère dev. Rendez-vous déjà à la prochaine partie. À la prochaine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie de notre cours qui sera consacrée cette fois-ci aux instructions itératives en langage Kotlin. En programmation, les structures itératives permettent de répéter l'exécution d'un bloc de code. Imaginez, vous voulez afficher le message « Bonjour le monde » 10 fois. Normalement, vous devez écrire l'instruction. Bon, je vais d'abord enlever tout ceci. Vous devez écrire l'instruction print ln. Bonjour le monde. Vous devez écrire cette instruction 10 fois, comme suit. Voilà. Bien, ça paraît simple. Tout simplement parce que c'est juste 10 fois. Mais imaginez, vous voulez afficher ce message 1 million de fois. Allez-vous écrire cette instruction ce nombre de fois? En tout cas, ce n'est pas vraiment l'idéal et c'est là qu'intervient alors les boucles ou les structures itératives. Kotlin offre 3 boucles standards qui sont utilisées. Il y a la boucle while, la boucle do while et la boucle for. Elles font toutes presque la même chose, répéter l'exécution d'un bloc d'instruction et présentent juste de légères différences. Voyons comment fonctionne la boucle while. Pour créer ce programme qui affiche les messages salut le monde 10 fois, avec la boucle while, nous devons avoir ce que l'on appelle un compteur. C'est juste une variable qui joue le rôle du compteur, une variable comme tant d'autres. À ce niveau, je vais déclarer ce compteur et le nommer var, nombre de fois, comme suit. Un compteur avec la boucle while doit toujours être initialisé. Ici, je vais l'initialiser par 1. Alors, à ce niveau, je vais appeler l'instruction while comme suit. While prend toujours à ce niveau, entre parenthèses, une condition, laquelle condition doit toujours être vérifiée pour répéter ou pas l'exécution des instructions de ce bloc ici entre accolades. La condition ici, comme on souhaite afficher ce message 10 fois, while sera en train de répéter l'exécution de son bloc aussi longtemps que la variable nombre de fois est inférieur à 11. Parce que normalement, ça doit aller de 1 à 10. Et l'instruction qu'on exécute dans les blocs, c'est juste d'afficher les messages print ln salut le monde. Autre chose qu'il ne faut pas oublier avec la boucle while est qu'il faut toujours mettre à jour les compteurs. Sinon, on risque d'avoir une boucle qui tourne sans fin. Ici, à chaque itération, à chaque répétition, on sera toujours en train d'incrémenter d'une unité les compteurs nombre de fois. Pour ce faire, ça sera nombre de fois plus, comme suit. Lorsque j'exécute le programme, on peut voir que nous avons le message « Salut le monde » affiché 10 fois sur la console. C'est cool, c'est vraiment génial. Avec moins de code, on peut faire autant d'exécutions possibles. Si on souhaite afficher ce message 1 million de fois, il suffit juste à la place de la condition de mettre inférieur à 1 million 1. Et là, le programme va exécuter cette instruction pour afficher le message « Salut le monde » 1 million de fois. On peut faire la même chose avec la boucle do while. Bon, je vais d'abord mettre tout ceci en commentaire. En tout cas, c'est important. Depuis le début, on devrait déjà parler de ceci. Mettre un code source en commentaire, c'est de l'écarter de la compilation une fois l'on souhaite compiler le programme. Avec Kotlin, si vous voulez mettre une ligne en commentaire, il faut juste faire précéder cela par des barres comme suit. Et si vous voulez mettre tout un bloc en commentaire, tout un bloc de code en commentaire,
Il faut utiliser la barre comme suit, suivi de l'astérisque au début du bloc que vous voulez mettre en commentaire. Et à la fin du bloc, on peut fermer le commentaire. Cette fois-ci, on commence par astérisque pour finir avec la barre. Tout ce qui se trouve en surbrillance ici, lorsqu'on compile le programme, ça ne sera pas pris en compte lors de la compilation. Les commentaires permettent aussi de documenter votre code source par des messages qui peuvent être utiles pour la lecture de votre code source par d'autres personnes ou encore par vous-même, on ne sait jamais. Ici, on peut ajouter un commentaire comme suit, barre, on dit tout simplement un simple message, ça c'est une boucle while. Bon, je disais qu'on peut faire la même chose avec la boucle while, afficher les messages salut le monde 10 fois. Aussi, comme dans la boucle while, nous avons besoin d'un compteur. Ici, ça sera alors do. Je vais ouvrir le bloc d'instructions. Qu'est-ce que je souhaite faire? C'est d'afficher les messages salut le monde. Println, salut le monde, comme suit. Aussi, je vais mettre à jour le compteur par nombre de fois plus. Et juste en dehors du bloc, définir la condition de répétition par while. Et la condition ici, c'est un nombre de fois inférieur à 11. Bien. Lorsque j'exécute, nous avons en fait le même résultat. Vraisemblablement, il n'y a pas de différence entre les deux boucles. Mais cette différence est là. Avec while, on teste d'abord la condition avant d'exécuter les blocs de la structure while. Contrairement à do while, on exécute d'abord le bloc d'instruction de la boucle do while avant de tester la condition. C'est-à-dire que la condition soit vérifiée ou non, do while exécute son bloc d'instruction au moins une fois. Ce qui n'est pas vraiment le cas avec la boucle while, qui n'exécute pas son bloc d'instruction au cas où la condition n'est pas vérifiée. Pour démontrer cela, je vais initialiser ici nombre de fois par 15, qui est supérieur à 11. Ici, malgré que la condition ne sera pas vérifiée, do while va néanmoins exécuter son bloc une fois. Je vais exécuter et vous allez voir. Et oui, nous avons le message qui a été affiché une fois. Mais ce n'est pas le cas avec la boucle while. Bon, je vais mettre en commentaire les instructions de la boucle do while en commentaire comme suit. Et enlever le commentaire aux instructions de la boucle while. Je vais exécuter. Rien ne s'affiche. Wow, on peut voir déjà la différence entre les deux. Voyons enfin comment on peut réaliser le même programme avec la boucle for. Avec for, on peut faire aussi la même chose. La syntaxe de la boucle for est très simple. Là, on peut juste mettre for. Déjà ici, on peut définir l'élément d'itération. Je vais mettre i, for i par exemple, suivi de l'opérateur in. Puis on détermine l'intervalle, ça sera de 1 à 10 comme suit. For i in 1, 10. Donc de 1 à 10. On ouvre ici les blocs d'instruction. Et dans ces blocs, qu'est-ce qu'on fait? On sera juste en train d'afficher les messages salut le monde. Println salut le monde. C'est tout. En exécutant le programme, et oui, on a les mêmes résultats. La boucle for peut être encore utilisée de plusieurs autres manières. Mais pour le moment, on doit s'arrêter par là. C'est par ici que nous mettons un terme, très chers développeurs, à cette première partie de notre cours sur le langage de programmation Kotlin, dans lequel on a vu toutes les notions de base pour l'apprentissage de ces langages de programmation. Dans la prochaine partie, nous allons commencer avec la programmation orientée objet.
Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et surtout n'oubliez pas à vous abonner à notre chaîne. Du reste, portez-vous bien, à la prochaine.